OK. Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue. Euh, je vais vous parler, je vais vous présenter l'allocution de notre rectrice, Muriel Laberge. Je ne suis pas Muriel Laberge. Euh, Elle m'a demandé de la remplacer. Je suis Simon Baudry, je suis le doyen de la recherche et de la création ici à l'Université du Québec en Outaouais. Si vous me permettez, je vais lire son allocution pour vous et je vais vous présenter aussi en même temps. Alors, permettez-moi d'abord de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille au nom de la rectrice, Muriel Laberge, au troisième volet de cette série, Les dialogues de la Société royale du Canada à l'UQO, intitulé Migration durable. Cette série, le fruit d'une collaboration entre l'UQO et la Société royale du Canada, incarne notre engagement commun là, d'aborder les enjeux contemporains, les enjeux de société. Donc, promouvoir l'excellence, l'innovation et la recherche est au cœur de notre mission. Ces rencontres stimulent la réflexion sur des thématiques cruciales pour notre société. Les migrations sont au centre de nombreux débats sociaux, politiques et économiques. Elles façonnent l'histoire humaine, influencent les dynamiques culturelles et transforment nos communautés. Aujourd'hui, nous explorerons la complexité des migrations durables, comment rendre les processus migratoires plus équitables, plus viables pour les migrants, les sociétés d'accueil et les pays d'origine. Je tiens à remercier chaleureusement la professeure Annick Dauphin qui animera ce panel. Économiste spécialisée en migration, elle s'intéresse particulièrement à la régionalisation de l'immigration, à la francisation des personnes immigrantes et à leur intégration sur le marché du travail. Son travail sur le parcours d'insertion des réfugiés syriennes et syriens à Gatineau, d'ailleurs, illustre bien la complexité des réalités migratoires. Je salue également la présence de nos deux éminents panélistes qui vous seront présentés un peu plus par la suite. Monsieur François Crépeau, professeur en droit international public à l'Université McGill, ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme et des migrants. Euh, Son expertise sur les politiques migratoires et les droits fondamentaux enrichira nos discussions. Merci. Et Mme Laura Madokoro, historienne et professeure agrégée à l'Université Carleton, dont les recherches portent sur l'immigration, l'accueil des réfugiés et les politiques d'asile. Son approche historique nous permettra de mieux comprendre les racines et les évolutions des mouvements migratoires. Alors, je vous invite à participer activement aux échanges, à profiter de cette occasion pour approfondir vos réflexions sur les enjeux migratoires contemporains. Ces dialogues sont essentiels pour bâtir des sociétés plus inclusives et mieux préparées aux défis du futur. Encore une fois, merci à la Société royale du Canada pour cette précieuse collaboration et à tous ceux et celles qui rendent possible cet événement. Je vous souhaite des discussions enrichissantes et inspirantes. Et sur ce, je cède la parole à la professeure Barbara Nice, la présidente de l'Académie des sciences sociales à la Société royale du Canada. Et merci et bonne conférence. Thank you. Bonsoir. So my name is Barb Nice, and I'm the president of the RSC Academy of Social Sciences. Thank you to UCO for hosting this dialogue and to our presenters for agreeing to participate. Thanks as well to all the members of the audience for participating in the dialogue. This is the third of four 2024-2025 RSC UCO dialogue events to be held here, one each led by the three academies and the college with the Royal Society of Canada. The events are all recorded, as were the RSC Massey College dialogues last year, and recordings can be accessed on the RSC YouTube channel. The Academy of Social Sciences is happy to be here to discuss this important topic. Sustainable migration is one of the RSC's strategic priorities for the year, and is one of the themes that will be addressed when the RSC hosts the S7 Academies this spring as part of the G7 meetings in Ottawa. And we actually had our own dialogue on sustainable migration at the Celebration of Excellence in Vancouver this past year, which I had the honor to chair. While I have the microphone, let me also say that the RSC is pleased to announce the upcoming launch of competitions for two new awards: the Jackman Prize in the Behavioral and Social Sciences, and the Prize in Indigenous Engagement. The call for nominations for these new awards will be launched tomorrow, and the timeline is very tight. So if you know someone and you really want to nominate them, you're going to have to move quickly. I think you only have about 8 weeks. I would now like to introduce our moderator for this evening's dialogue, Madame Annick Dauphin. And I'm not going to give you her biography because you just had it delivered to you. Annick?
Merci, Madame Nice, pour l'introduction. Bienvenue à toutes et à tous pour donc le troisième dialogue de la Société royale du Canada. Le dialogue va être en français et en anglais. Pour ceux qui sont dans la salle, il y a une traduction simultanée. Je ne suis pas certaine à quel point ça fonctionne très, très bien, mais en tout cas, on va y aller avec ça. Et puis, pour les gens qui sont en Zoom, vous avez la possibilité d'accéder au flux de traduction en rejoignant Wordly à partir de votre fenêtre Zoom et en choisissant la langue de votre choix. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'immigration et en particulier l'immigration durable ou soutenable. Les migrations sont au cœur de l'histoire du Canada. On a des racines autochtones, françaises, américaines, euh, britanniques, africaines, asiatiques et même latino-américaines. Et donc, sans l'immigration, le Canada ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Today, people from all over the globe from Canada come to Canada in search of economic opportunities and safety for them and for their children. Some migrate by choice for work, for study, for to reunite with their family. Other migrate because they're forced to flee due to human rights violation, poverty, conflict, climate change, natural disaster. And we call these people refugees and asylum seekers. And some people also fall between categories, and we label them undocumented migrants. Forced displacement in the world has increased year after year over the past 10 years, and it is likely to continue. In 2023, 3.6 million asylum claims were filed worldwide, and Canada received nearly 150,000 of these, placing Canada for the first time at the fifth position among the countries receiving the most asylum claims, behind the United States, who held the first place. En parallèle, le gouvernement canadien très encouragé par le milieu des affaires, a fortement misé sur l'immigration pour faire face au vieillissement de la population et à la pénurie de main-d'œuvre qui l'accompagne. S'il n'y avait pas eu d'immigration internationale, la population canadienne, elle aurait stagné. En 2023, pratiquement 98 de la croissance démographique du Canada était attribuable à l'immigration. Et si on décompose ce 98 %-là, il y en a 38 points de pourcentage qui venaient de l'immigration permanente et donc essentiellement de l'immigration économique, donc des travailleurs qualifiés. Mais le restant, beaucoup plus important, donc 60 points de pourcentage venaient de l'immigration temporaire, très largement constitué de travailleurs temporaires, un autre groupe qui a connu une très forte croissance au cours des 20 dernières années, suivi ensuite par les étudiants internationaux. But recently, there has been a backlash. Public support for immigration has begun to erode. In a poll conducted last September, 60% of Canadians said that there is too much immigration. This is the highest percentage recorded since the last 25 years. Donc, de solutions quelle était l'immigration pour soutenir la démographie et l'économie, l'immigration est maintenant accusée d'aggraver la crise du logement et d'engorger les réseaux de la santé et de l'éducation. Et les migrants sans papier et les demandeurs d'asile qu'on appelait nos anges gardiens pendant la pandémie et qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables sont particulièrement visés par la rhétorique anti-immigration. Et de l'autre côté de la frontière, la situation est extrêmement préoccupante avec la criminalisation de l'immigration, la déportation des immigrants sans papier, l'allongement du temps de détention et j'en passe. So in the present context of extreme political polarization, we need more than ever
an informed dialogue to shed light on what has led us to the current situation, to understand the complexity of the challenges that international migration poses to host society, and to consider possible ways to make migratory movement more sustainable and fairer for migrants, host society, and home countries. Donc, le dialogue d'aujourd'hui que j'ai l'honneur d'animer fait intervenir deux experts en la matière, Laura Madakoro et François Crépeau. Chacun d'eux va prendre la parole pour une dizaine de minutes, en commençant par Madame Madakoro. Il va ensuite y avoir une période d'échange entre eux et moi pendant une quinzaine de minutes et on va ouvrir par la suite les questions à l'auditoire pour une vingtaine de minutes. Donc, Laura Madakoro is a historian, professor in the Department of History at Carleton University. Her research explores the history of migration with a particular focus on refugee history and the history of humanitarianism. She is especially interested in questions relating to settler colonialism, human rights, and race. And in addition to numerous academic articles and extensive public engagement, Laura is the author of Elusive Refuge, Chinese Migrants in the Cold War, and recently, Sanctuary in Pieces, 2 Centuries of Flight, Fugitivity, and Resistance in North America. Laura, the floor is yours. Bonsoir tout le monde, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Je vais juste mettre le timer pour pas que je parle trop longtemps. Je vais commencer par souligner à quel point je suis reconnaissante de tout le travail que le collège a fait et UCO pour nous accueillir. Alors, un gros merci. Je vais parler en anglais pour ma présentation, mais on essaie de faire un dialogue assez bilingue et il faut que je me rappelle que je dois parler en anglais maintenant. Mais j'ai vraiment hâte de discuter avec tout le monde qui est ici et est en ligne. Thank you very much for the warm welcome and the introduction. As was underlined, I am a historian. And one of the challenges I had as I was thinking about what to say about sustainable migration was just how far back to go. How much of a historical perspective might I offer for our discussion this evening? And I think what I've ultimately landed on is I'm going to think a little bit about this question of sustainable. I think there's a lot of implicit assumptions in the idea of sustainability or sustainable migration, and Nick, you're sort of pointing to some of the positive dimensions. But it's also a question that has, as you might imagine, I was going to say historical weight, historical roots. And so I am going to talk a little bit about how people have talked about migration and the idea of sustainable migration historically. And I am going to emphasize the historical dimension because I think history structures our current moment, and it also influences the kinds of questions that we ask about migration and sustainable migration. And I do think the notion of sustainable migration is kind of a Goldilocks question, right? The idea of too much, too little, just right. And I think what I want to underscore is that question of sustainable migration has looked so different depending on whose perspective you are paying attention to, either in the present or historically. The question is not new, and crucially, in the past, it has been asked by sending societies, receiving societies, governments, and largely in the context of people who are seemingly undesirable, especially migrants who are racialized or demonized by hostile communities. So I take the language of sustainable migration, and I want us to think a little bit about some of the assumptions implicit in that idea of sustainability. And maybe as a case in point, and Nick's mention of my earlier work will maybe make this not a surprise, but white settler societies in the context of the Chinese diaspora in the late 19th century were very attuned and concerned about this question of how much migration was desirable. And the shift in transportation and communication technologies and labor networks in the late 19th century meant that all of a sudden there was significant growth in the numbers of Chinese migrants going abroad from China, either
for temporary labor purposes or for more permanent migration. Some of this migration was coerced recruitment, so laborers being coerced into particular employment situations. And then, as I emphasized, transportation and communication, making movement and sojourning abroad increasingly feasible. And this is you can see the echoes in our current moment, right, where transportation and communication technologies have actually made our world quite small. And there's some very strong late 19th century parallels. So the result was an undeniable increase in the numbers of Chinese migrants moving across the diaspora into Australia, the United States, and Canada. And in the Canadian context, in good Canadian fashion, there was a Royal Commission that was established in 1885 specifically to investigate the question of Chinese immigration. It was led by the Honorable Joseph Adolphe Chaput, who was Secretary of State for Canada, and the Honorable John Hamilton Gray, who was a justice on the Supreme Court of British Columbia. And the commission started from the premise that there was a problem, and it was mandated to determine what solutions, if any, were required to restrict migration. So the question at the core of this commission's work was how much Chinese migration was sustainable in the Canadian context. The commissioners observed what they called, quote, the language of panic, and maintained that the question of immigration and related questions about restriction, and I'm going to quote again here, can be discussed with calmness and dignity, and certainly without that excitement which is born of the fears of a rising deluge. So again, not to make too much of a point, but there are some very strong parallels between the 19th century and our current moment. The distance between the 19th century and 2025 is in some ways not very great. So I spent some time looking at the findings of the Royal Commission, and one of the very striking aspects about the surviving record is how little Chinese migrants were able to speak for themselves. The point of the commission was to figure out how much migration was sustainable in the Canadian context. There are 700 pages filled with analyses and commentary about migrants, including allegations about, quote, immorality of Chinese migrants, concerns that they were harbingers of smallpox and other diseases, how they belonged to, quote, a non-assimilable race, and how they were stealing jobs from white laborers. But there's very, very little in that commission's report from the migrants themselves. And this to me is revealing of a fundamental problem, and one which I argue persists to this day when we talk about migration and questions of sustainable migration. And we forget that the question of both migration generally and sustainable migration in particular looks different depending on the vantage point that we take, whether it be that of migrants, NGOs, humanitarian organizations, settlement organizations, citizens, non-citizens, states. I was trying to think, and corporations. I was trying to think of all the perspectives we might consider. So in other words, there's an important qualitative dimension to any migration experience. It's not just about the numbers. And so when we talk about sustainable migration, we need to be thinking beyond just pure numbers. Having said that, some of you will recall that when the Liberal government announced that it was going to double the levels of its annual immigration intake, a decision that was reversed last year, there was simultaneous concern both about the numbers themselves, but also the kinds of experiences that people might have arriving in Canada if there wasn't adequate funding for settlement services, language training, and so on. And I read the exact same poll that Anik did because it was jarring to see that by the fall of 2024, 60% of Canadians were saying that immigration was too high. So I've made the point. The question of sustainable migration is a loaded one. It speaks to the interests of states. It infers that the notion of something being, quote, maintained or continued at a certain rate or level, to borrow from the Oxford English Dictionary, is one that states have a particular vested interest in. And I was thinking about the differences in power structures. Migrants move based on immediate needs, on their access to various information networks, relatives, community, village networks, and they move with the idea of investing in future generations. But the scale at which they operate is very different from the vast architecture that now governs global mobility, which François will talk about in greater length, including the development of projected levels of immigration amongst countries such as Canada and the other G7 countries. So there's some fundamental power dynamics that I think we need to consider. I do want to underscore that the number of international migrants globally is currently estimated to be between 281 and 286 million people, and it is growing. So that figure, let's say the 286 million, represents about 3.7% of the global population of over 8 billion people. So 3.7% is not, it's not huge.
I think it seems like a small number. In some ways it is. But what people have been observing and emphasizing is the rate of growth, that the number of international migrants has almost doubled since 1990. So that's a significant shift. And of course, 1990 is significant because it marks the end or the beginning of the end of the Cold War and a whole new period of global migration, and which in theory has been much more fluid and interconnected than it was in that 40-year period post-Second World War, where the conflict between East and West did mean that there were certain restrictions on mobility and that people thought about migrants, including refugees in particular ways, given the context of the Cold War. Now we live in a moment where the seemingly endless possibility for migration as a result of shifting communications, transportation technologies has led to resistance, and over the past decade, a marked spike in anti-immigration sentiment. Disinformation, racism, and classism make migration a lot less sustainable in our current moment. And part of that disinformation is rooted in an inability or an unwillingness to think about the causes of migration. So I think so often, and I'm not at all saying anything new, but I'm going to underscore this to really make the point that when we talk about migration, we have to think about the underpinning structures that are causing people to move, whether they are positive or negative. And so I know we'll get into, or I hope that we'll get into discussions in the Q&A around some of these broader structural issues. But I want to underscore that so often we don't hear the perspectives of migrants themselves. We hear them at endpoints. Refugees have to tell stories about why they're moving, why they're seeking asylum. And I'm just going to quote a very short excerpt from a poem by Warsan Shire, who some of you may know is a Somali poet born in Kenya, who now lives in Britain. And she has a beautiful poem, a very tragic poem called Home. And speaks about the reasons why people might leave or not want to leave. And she says, "You have to understand that no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land. I want to go home, but home is the mouth of a shark. Home is the barrel of the gun, and no one would leave home." I return to this poem often because it offers a very different perspective on migration than the ones we often hear. The idea that people are always, especially in Canada and the US, right, or Europe, people are just coming and coming and coming. Shire offers a counterpoint to many of the flawed notions that underpin so many structures of migration. In North America and Europe, these structures are premised on the idea that surely everyone wants in, and surely migrants are going to come and exploit and drain economies. Countless studies have shown this to be contrary and have underscored the value of migration to developed and developing economies alike. Studies by the Organization for Economic Cooperation and Development show, and I quote, "Immigrants contribute more in taxes and contributions than governments spend on their social protection, health, and education." Yet it seems that it is not enough to show the economic value of migrants to demonstrate the complex ways in which migrants have moved, settled, and retained ties to various homelands. Migrants continue to be too readily and easily demonized. I said I wasn't going to have enough to say, and now I'm running out of time. So as a conclusion, I'm going to offer a question for reflection, and that is to get us to think about who does the work of migration, the work of leaving home, the venturing to a new place, even if there are networks of kinship and support there to support people, the work of figuring things out, of contributing, often to multiple places if we think about remittances. At its core, the work of migration is done by migrants and refugees themselves. And yet it is extraordinary how little say they have, even with these initiatives such as what François is going to talk about, so I won't go there. When the commissioners for the Royal Commission on Chinese Immigration conducted their research in 1885, they asked politicians, business leaders, and community leaders for their thoughts on Chinese migration. They looked to scholars to understand the history of China and its civilization. And in the end, they did not recommend exclusionary legislation, although that would come. They just suggested more moderate means of discouraging migration. And the federal government, as many of you may know, ultimately introduced a head tax that recouped about $393 million in today's dollars from about 81,000 head taxpayers. For the migrants and future citizens in question, migration proved sustainable in the face of punitive head taxes because there was an economic investment on the part of local communities. And I'm thinking about local communities in Canada, but also clan associations and village associations in China. Those communities decided they still wanted to support migrants going abroad, and they paid the head tax. They put their money, they pooled their money, and they paid the tax. In other words, it was sustainable for migrants and what we might call a sending society, even as receiving countries considered the same migration unsustainable and more exactly undesirable.
So my sense today is that there's an even greater number of stakeholders when it comes to questions of migration and sustainable migration, and that the challenge before us is to really think about how we can hear these different voices and perspectives and balance so many of the inequities that currently exist in our global community, but also how we can get at some of the structural issues that underpin migration from the outset. So I'll stop there, but thank you very much. Merci beaucoup, Laura. Ça met vraiment bien la table pour la conversation qui va suivre. Donc, je présente le prochain présentateur, François Crépeau, professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université McGill. Il a été titulaire de la chaire Anne Stammer Oppenheimer en droit international public à McGill pendant plus de 10 ans, rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme de 2011 à 2017, une fonction qui l'a amené à faire plusieurs visites dans de nombreux pays. Il a ensuite été membre du comité scientifique de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne. Il a publié plusieurs rapports. En fait, j'ai fait un tout petit résumé parce que c'est très, très long, ce que je pourrais dire. Donc, il a été... Ça suffit? D'accord. Donc, je vous laisse la tribune. Merci à la Société royale pour l'organisation de ce dialogue. C'est un grand plaisir de parler de choses sur lesquelles je travaille depuis très longtemps et qui attirent maintenant l'attention. Je suis content parce que quand j'ai commencé, il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. Ce que je voudrais dire, et je vais le dire en trop longtemps, mais je vais le faire très court au début, c'est qu'il n'y aura pas de migration durable tant que les migrants seront dans la précarité. Et je voudrais discuter de cette précarité. Le problème migratoire que nous avons actuellement, la manière dont il est structuré politiquement, socialement, naît au début des années 80. Du début des années 50 à la fin des années 70, il y avait une relative liberté de circulation dans le monde. On pouvait venir au Canada, chercher un job, se faire employer, trouver un permis de travail, etc. En Europe, des millions de Turcs et de Nord-Africains sont entrés en Europe, ont travaillé, sont repartis quand ils perdaient leurs emplois, sont revenus, ont amené leur famille en vacances, etc. Des millions de Mexicains sont entrés aux États-Unis dans la même période. Et puis, au tournant des années 80, à cause des chocs pétroliers, à cause d'une hausse du chômage, d'une hausse de l'inflation, les politiciens un peu partout ont décidé de rassurer la population en fermant les canaux d'immigration de travail à bas salaire. Pas les hauts salaires, mais à bas salaire, en disant on va protéger l'emploi des Canadiens. Ce qui était une proposition absurde, puisque les Canadiens, que ce soit les Canadiens ou les Français ou les Allemands ou les Américains, ne feraient jamais les travaux que font les immigrants à bas salaire dans les conditions de travail que les migrants acceptent. Hein? Ramasser des fraises pour 2 $ de l'heure en Californie, il n'y a pas de citoyen américain qui accepte de faire ça. Si on veut ramasser des fraises au lac Saint-Jean aujourd'hui, soit on a les travailleurs migrants temporaires qui sont à 12-13 $ de l'heure. Si on veut des Canadiens, il faudrait payer 30-35 $ de l'heure. Parce que c'est très dur. C'est 10 heures par jour, 7 jours semaine, à quatre pattes, dans la chaleur et dans les mouches. C'est un travail 3D. Donc, les Canadiens n'acceptent pas de faire ce genre de travail et c'est vrai dans bien d'autres domaines. Donc, l'idée qu'on va protéger les emplois des Canadiens, c'était une posture populiste à l'époque pour rassurer une population qui était fragilisée, mais qui ne tenait absolument pas compte des besoins des migrants de venir et aussi des besoins des employeurs d'avoir des gens à bas salaire qu'on pouvait employer pour faire toutes sortes de tâches dans notre société que les Canadiens ne voulaient plus faire à ces conditions-là. Et les migrants sont intelligents. Ils vont là où il y a des emplois pour eux. Comme Laura l'a dit, je vais répéter plusieurs choses que Laura a dites, les migrants, ils cherchent à construire une vie quelque part parce que chez eux, ça n'est plus possible pour des raisons économiques, sociales, politiques, de violence, etc. Mais ils veulent trouver un emploi quelque part et ils sont intelligents, ils vont là où il y a des emplois. Bon, sauf les réfugiés qui
traversent la frontière immédiatement pour trouver une protection. Mais une fois que ça c'est fait, ensuite on se dit, ben, voilà où est-ce que je vais, où est-ce que je peux reconstruire ma vie, où est-ce que je peux créer un avenir pour mes enfants, pour ma famille, etc. Et donc, dès qu'on a fermé la frontière à l'immigration de travail, à bas salaire, on a créé immédiatement deux crises. D'abord, une crise des demandeurs d'asile, dès le début des années 80. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui avaient besoin de protection venaient comme migrants, puis trouvaient un permis de travail, un permis de résidence, parce qu'ils trouvaient un emploi, etc. Ils ne demandaient pas l'asile. Au Canada, on avait en 1976 600 demandes d'asile, dont la moitié à Gander, à Terre-Neuve, et en 1986, on en avait 60 000. Et le mot demandeur d'asile, asylum seeker, apparaît dans les médias en 1981. Avant, il n'y avait pas de demandeurs d'asile. Il y avait des réfugiés ou des migrants, mais il n'y avait pas de demandeurs d'asile. Donc, on crée une crise des demandeurs d'asile. Tout d'un coup, il y a des gens qui sont là, qui demandent l'asile. Et dans tous les pays, on a réformé le système des demandes d'asile, le système d'asile. Et le tribunal qui s'occupe des demandes d'asile, dans la plupart des pays occidentaux, c'est le plus gros tribunal administratif au pays en nombre de causes. Parce qu'on a bloqué l'entrée des gens, et donc ils sont venus autrement. Et la deuxième crise, ils sont venus autrement, c'est les sans-papiers. Ceux qui arrivent autrement. Parce que les États ne fournissent plus des moyens de mobilité, eh bien, d'autres personnes ont fourni des moyens de mobilité, on les a appelés les passeurs. Et depuis, le mot migration et le mot crise sont employés simultanément dans la même phrase par les journalistes, les politiciens, les analystes. Ça fait partie du discours ambiant. Migration nous rappelle crise, nous rappelle problème. Tu parlais de problème, etc. Le problème de la migration, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème? Bon. Et les frontières sont devenues tout d'un coup surinvesties. Moi, quand j'étais petit, pour aller aux États-Unis, mes parents avaient un petit chalet près de Phillipsburg, à la frontière américaine, et la seule question du douanier américain, c'était All Canadians? That was it. C'est fini. Et là, on surinvestit la frontière parce que tout d'un coup, la frontière va nous protéger contre une crise. Et ça fait partie du discours ambiant que les frontières sont là pour bloquer les gens. Les frontières n'ont jamais bloqué personne, sauf en Corée du Nord. Mais sinon, les frontières ont servi de filtre. Il y avait des réfugiés d'Union soviétique. Les frontières servaient de filtre. On contrôlait le All Canadians. Ma mère, immigrante française, pendant les premières années, mon père était obligé de dire non, non, ma femme est française. On disait allez vous stationner, puis rentrer, ça prenait une demi-heure pour remplir les formulaires et tout. Mais c'était un filtre. Ça n'empêchait pas les gens de rentrer. On voulait savoir qui rentre. Et donc, d'autres acteurs, comme les passeurs, ont répondu aux besoins de mobilité. Et donc, le problème migratoire que dont les États parlent à leurs citoyens constamment, repose sur trois piliers. Premier pilier, les migrants ne votent pas, on n'entend pas leur voix. Je vais développer ça. Deuxième pilier, on a un travail exploité par les migrants en précarité. On exploite leur travail. Et on va voir pourquoi c'est important. Et le troisième pilier, c'est la toxicité des discours. Donc, ces trois piliers font qu'on a un problème politique, social, qui est présenté par les États, en particulier par les politiciens, à la population. Et les États savent ce qu'il faut faire. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais dans la discussion, je peux en parler. Premier point, les migrants ne votent pas. Les migrants ne votent pas. Dans une démocratie électorale, seuls les citoyens votent. On a des pays avec des millions de migrants qui ne votent pas, qui ne participent pas au débat public parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils disent des choses qui ne plaisent pas au gouvernement, on va les renvoyer. Donc, particulièrement pour les migrants en précarité, c'est moins vrai pour les résidents permanents, c'est moins vrai pour l'ingénieur allemand chez Bombardier, c'est moins vrai. Mais pour le migrant en précarité, qu'il soit sans papier, qu'il soit demandeur d'asile, qu'il soit étudiant, qu'il soit travailleur migrant temporaire, parler publiquement risque de l'exposer à des sanctions par son employeur ou par l'État. Et donc, ils n'ont aucun poids politique. On ne les entend pas, on ne les écoute pas dans les débats publics sur la migration, ils ne participent pas aux débats publics. Les politiques migratoires sont faites par des non-migrants, nos politiciens et les citoyens qui participent au débat public, pour des non-migrants, l'électorat. Comme, il n'y a pas si longtemps,
les politiques à l'égard des femmes étaient faites par des comités d'hommes pour un électorat d'hommes. Ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient et ça n'avait électoralement aucune importance du moment que l'électorat était content. Et là, aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est pour ça que les politiques migratoires, très souvent, elles changent aux 6 mois. On n'attend pas de voir si la politique précédente fonctionne. On la change. Pourquoi? Parce que c'est réactif à l'opinion publique. Tout d'un coup, il y a un problème de logement. Hop, on interdit l'accès au logement social à telle catégorie d'immigrants, etc. On réagit immédiatement. Euh, Or, le problème, c'est que les migrants sont incapables d'avoir une voix, on en a parlé. Or, dans des démocraties électorales, aucun groupe minoritaire n'a pu faire reconnaître ses droits sans se battre. Hein? Les ouvriers, les femmes, la communauté LGBT, les autochtones ont dû se battre contre les majorités pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Le problème, c'est que les migrants ne peuvent pas faire ça parce que les autres se sont battus sur l'idée d'une égale citoyenneté. Et quand on n'a pas la citoyenneté, on ne peut pas réclamer une égale citoyenneté. Donc, les migrants n'exercent aucune pression électorale. Les politiciens peuvent dire absolument n'importe quoi sur les migrants. Il n'y a pas de pushback parce que nous, les citoyens, on ne répond pas à ça. Quand on va voter, par exemple, on a des tas de raisons de voter pour ou contre le gouvernement sur la santé, l'éducation, l'environnement, euh, les nids de poules à Montréal. Je veux dire, il y a bien des raisons de voter et la migration, ça ne nous touche pas directement. Sauf si on travaille avec les migrants, etc. Mais ça, c'est une infime minorité de personnes. Donc, la première chose, c'est qu'on a un problème, c'est que le migrant ne participe pas au débat public, sa voix n'est pas entendue. Et là, je suis passé 10 minutes déjà, mais j'ai encore 3 choses à dire. Mais est-ce qu'on me donne 2 minutes de plus pour au moins parler du deuxième, le travail exploité, qui est à mon avis extrêmement important. C'est une des clés de compréhension du blocage institutionnel et politique que nous avons. Je parle là des sans-papiers, des demandeurs d'asile, des travailleurs migrants temporaires à permis fermé, donc à un seul employeur, qui est un système qu'on a beaucoup développé au Canada dans les 10 dernières années, mais qui existe depuis déjà 3 décennies, par exemple dans les pays du Golfe. Ça s'appelle la kafala. On vient avec un employeur seulement. Mon point, c'est qu'un statut juridique précaire crée la précarité économique et sociale qui permet d'exploiter les migrants. Ils ont peur du renvoi, ils acceptent les conditions qu'on leur donne et ils ne disent rien. L'immense majorité des migrants en précarité ne protestent pas, ne se syndiquent pas, ne vont pas devant les tribunaux. Je dis l'immense majorité parce que chaque année, on entend des cas dans des fermes ou ailleurs d'exploitation, mais ce sont des gouttes d'eau dans un océan d'exploitation. Et ce que ça signifie, c'est que les migrants acceptent des conditions de travail 3D dans lesquelles il n'y a pas de santé et sécurité au travail, il n'y a pas d'inspection au travail. On n'applique pas le droit du travail aux migrants en précarité. L'ingénieur allemand à Bombardier, il peut toujours aller voir son syndicat ou aller protester. Il n'y a aucun problème pour ça. Il a du capital social. Le migrant en précarité n'a pas ça. Et ce dont je ne pense pas que ça a été pensé comme ça au début des années 80, mais ça a considérablement réduit les coûts du travail dans plusieurs secteurs économiques qui ne sont pas délocalisables et qui ont des faibles marges de profit. L'agriculture, la construction, les soins, on parlait des anges gardiens, que ce soit des soins domestiques aussi, les femmes de ménage, comme on les appelait, l'hospitalité, restauration, hôtellerie, hein, la vaisselle dans les restaurants, elle est lavée par des sans-papiers à peu près partout, c'est ce qui coûte le moins cher sur le marché. Mais aussi les pêches ou l'extraction, les mines dans d'autres pays. Et c'est une subvention déguisée à toutes ces entreprises. S'il fallait renverser ça, changer cette tendance, on a un problème. Ça signifie, un, qu'on va mettre des entreprises en faillite parce que les faibles marges de profit ne permettent pas d'augmenter les coûts du travail de façon considérable. Soit ils vont augmenter les prix des produits et services, et là, on va avoir une inflation qui va déplaire aux consommateurs. Pour les politiciens, la question ne se pose même pas. On ne va pas faire plaisir à des gens qui ne votent pas pour vous en mettant en colère les employeurs et les consommateurs. Et donc là, on a un blocage politique
considérable. Et là, je dois m'arrêter, je pense, et je continuerai pour parler de la toxicité du débat et du fait que les États savent ce qu'il faudrait faire. Et donc, il y a une voie d'avenir vers une migration durable qui est écrite, que les États ont signée, y compris le Canada et la majorité des pays européens. Mais ça va peut-être prendre plusieurs décennies avant que ça se produise. Voilà, je reviendrai. Merci beaucoup, Monsieur Crépeau, pour cette présentation très, très claire et stimulante. C'est moi qui commence à poser les questions, mais gardez les vôtres. Vous allez avoir l'occasion de les poser tout à l'heure. Donc, pour lancer l'échange, j'avais envie de vous poser à chacun une question d'abord de clarification. François, I'm going to ask the question in English. So, I can answer in English. I'm going to ask question in English to François and in French to Laura, so they can alternate the language. François, you told us that the closure of borders is responsible for the increase in undocumented migrant and asylum seekers, and that previously, when borders were fluid, there were far fewer of them. Can you just clarify what you mean exactly by a fluid border? And how is it different from an open border and a closed border? Oui, je peux faire ça. And I answer in the language of the question, right? Yeah, That's that, the that, idea. that was the understanding. An open border is what is between still now between France and Belgium. You don't even have controls. You may have a control. Someone can stop you within, I think, 10 kilometers of the border and ask for your papers. But it's open border. You just drive from Paris to Brussels, no control whatsoever. That's an open border. A fluid border, I would say, it's not a legal term, is a border where you are controlled, your papers are controlled, but most people go through. Whether they want to look for a job, whether they want to visit family, whether they want to spend 6 months exploring the country, whatever, it's easy. This was the case between Canada and the US until recently, 9/11 mostly. It was relatively easy to go and come back. It was the rule before the 80s everywhere. You could go to France, look for a job, find an employer, sign a contract, go to the prefecture, ask for a residence permit and work permit, and you were given a residence permit and a work permit. Okay. So the fluid border is where you may be controlled, but that doesn't prevent you from coming. Today in Canada, if you're looking for a job, you'll be put back on the return plane. And, okay. and if you don't have the right visa, if you just have a visitor's visa. Okay, great. And Laura, est-ce que ça serait utile de définir ce qu'on entend par des migrations durables, par des migrations soutenables? Il n'y a peut-être pas consensus, mais qu'est-ce qu'on entend en général par ce concept-là de migration durable? Et qu'est-ce qui sous-tend ça? Quelles sont les grandes idées qui sous-tendent ce concept-là ou cette approche-là, je devrais dire? Ouais, on n'a pas défini, hein? C'est une importante question. Mais ça fait plusieurs semaines où on a des dialogues dans le collège où on parle de migration durable et qu'est-ce qu'on entend par ça. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas une définition, mais l'idée avec le concept de migration durable, c'est que tout est légal, tout est officiel et que tout le monde en profite. Alors, les pays qui envoient l'immigrant, les pays qui reçoivent l'immigrant eux-mêmes. L'idée, c'est une migration qui fonctionne bien pour tout le monde. Et comme ça, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'anxiété. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des immigrants qui arrivent, qui s'installent? L'idée, c'est que c'est une forme de migration qui fonctionne bien pour tout le monde. Mais c'est assez dilette. Il y a des grandes idées derrière ça. Fait que dans le fond, ce serait une migration où tout le monde est gagnant. Où il y a les pays qui reçoivent, les pays d'origine sont gagnants, les migrants sont gagnants, et puis les pays de destination sont gagnants. Oui,
Oui, vas-y. J'ajouterais, je pense qu'une des raisons qu'on commence à ajouter le mot durable aux questions d'immigration, c'est justement à cause de tous les changements climatiques. On vit dans un monde où les choses deviennent de plus en plus instables, soit avec l'environnement ou maintenant avec les politiques. On voit à quel point il y a des divisions. Alors, la question de où est-ce qu'on situe l'immigration dans tout ça, ça devient de plus en plus pressant. Alors, je pense que c'est pas un concept que, mais François, tu pourrais peut-être ajouter. J'ai pas entendu beaucoup parler du sujet de migration durable, mais c'est une phrase qu'on utilise de plus en plus et je Ouais, pense que c'est c'est vrai. justement une réplique à ce qui se passe autour de nous en ce moment. OK, merci, merci beaucoup. François, so your point is that fewer people would apply for asylum claims if border were more fluid. No, Fewer. no. Fewer But- people would apply for We can discuss that. I'll come back. Okay, but I was thinking that Mhm. fewer people would apply for asylum claim if border was were more Fluid. fluid. Yeah. And then I was thinking that because they were applying for work permit instead. That's one of the And- points. Yeah. But I was wondering, is it some people may fear that the number of migrant worker might increase even more than it has been in the last year. So what would you reply to these fears of that people may have? Yeah. Well, and that's part of what I didn't say yet. And I'm going to say it. One of the problems, as I mentioned, is that migration policies are not planned. In Canada, we're probably one of the best countries in the world. We plan permanent residence for 3 years. That's the strategic planning we do. If you look at strategic planning in infrastructure, energy, healthcare, not housing, we have plans for 30, 40, 50 years. The highways we're building now were planned like 30, 40 years ago already. And not that we always follow the planning, we change with time, but we've calculated what it would need to build and we've organized the landscape to build at that place rather than this place, etc. That's called strategic planning, long-term strategic planning. Migration policies are changed according to the color of the political moment. So we don't have strategic planning at all, which means that migration policies are not coordinated with the strategic planning of other policies. Housing is a best example. Mr. Legault is telling us that the housing crisis is created by migrants, but he was very happy that the economy in Quebec was booming thanks to the temporary migrant workers. Maybe these should be planned together. And that would be the role of government to say, we need more migrants because we don't have enough population. We don't make babies. So if we want to continue growing, we need more population, and this population will come. If they come, we need a housing policy, we need an education policy, we need a health care policy that takes that into account, which we haven't seen. And it's like that almost everywhere because migration policies are decided on the whiff of the moment. Exactly. Just to continue on this, if border become more fluid than they are right now, would it make it more difficult to predict the number of migrants that would come in and come out if the borders are more fluid and Yes. And so making it more difficult for government to plan for the social infrastructure, that development and housing? Yes and no. Yes, people might come, in big bursts and come back, etc. But if one of the reasons why we have so many undocumented migrants, for example, 11 to 12 million in the US currently, it's one, because the border was made difficult to cross
But if you make it difficult to enter, and you have to enter with a smuggler, you make it difficult to cross the other way around. Right. People will not take the risk of returning to Mexico if they don't know whether they can come back. So before that, when a Mexican in the US or an Algerian in France lost their job, they would often go back to the village, waiting for the phone call from the cousin in Toulouse or in Chicago saying, I have a job for you. And then they would come back and they would work. And many of them settled. But if you block the border, you block the border both ways. And so people will not risk going back, even though they've lost their job, and they will stay. Migrants are smart. Look at what happens in Canada. If Montrealers can't find a job, if they're plumbers or electricians and they can't find a job, during the oil boom in Alberta, we had plenty of people who went to Alberta. And then they lost their jobs because it was a bust, and they came back to Montreal, or they went to Vancouver, or they went to Toronto. But people don't stay in place if they don't have a job, and the perspective is to beg on the street. People don't do that, except if you can't leave. And so making borders fluid would allow people to come and go according to their own choices. And we can bet that for 98% of them, their choice will not to stay, especially in Montreal in winter, without a job. And so they will go. It's not really fun. Increase mobility. Facilitate mobility. And I'll come to that when I find the opportunity. Est-ce que je peux ajouter? Oui. Oui, juste pour dire, ça va être difficile pour Montréal de dire en hiver, mais aussi l'exemple que tu as donné, François, de qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, après la nouvelle loi en 78, où les gens ont commencé à regarder quelles catégories étaient disponibles pour eux. Alors, si c'est pas une question, les migrants savent qu'il y a différentes catégories qu'ils peuvent utiliser pour se déplacer, ou bien il n'y a pas de catégorie, ils doivent utiliser d'autres approches. Mais si les gouvernements ont des frontières fluides et différentes catégories, les migrants vont regarder. Historiquement, il n'y avait pas tellement de catégories. Alors maintenant, il y en a plusieurs. Les migrants sont en train de dire, bon, ça va fonctionner pour moi et ma famille, je prends celle-là. Ce n'est pas une question de contrôler avec les différentes catégories. Je pense que ça a été une stratégie qu'on a utilisée pour fermer les frontières, pour dire, bon, il y a seulement tel nombre dans cette catégorie-là. Mais en effet, c'est beaucoup plus ouvert. Alors, juste pour ajouter, parce que toi, tu as répondu, moi, je faisais non. Oui. Et par exemple, for temporary migrant workers, one of our colleagues, Delphine Nakache at University of Ottawa, had counted that there were over 200 different programs in Canada for temporary migrant workers, if we include provincial and federal programs. Over 200 programs. You can't do anything without a lawyer because it's impossible to understand. And so you make it difficult. You make it difficult. That's one way of blocking the border, is to make immigration so difficult that people can't find their way through the maze of regulations. Merci. Laura, dans ta présentation, tu as souligné l'importance de prendre en compte les différentes perspectives, entre autres les perspectives des pays d'origine, des migrants, des pays de destination, puis à l'intérieur même de ces pays-là, il y a différentes perspectives aussi. Il y a le milieu des affaires, il y a la population, il y a les personnes migrantes. Et souvent, ces perspectives-là sont difficiles à réconcilier. Ce qui peut être soutenable pour un pays ne l'est pas pour un pays d'accueil, ne l'est pas pour un pays d'origine et vice-versa. Et même chose pour les différents acteurs à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'on peut parvenir à arriver à une entente, à réconcilier et à trouver donc une avenue où tout le monde où il y a les trois gagnants? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Oui, on a eu nos questions en avance et j'avoue que celle-là, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Je ne sais pas si j'ai une bonne solution, mais François, le commentaire au sujet de qui peut voter, je m'assoyais ici, je disais, ça serait intéressant hein, si les migrants pouvaient voter aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on me disait, tu peux voter si tu contribues des taxes ou des impôts. Ça peut être un autre système. Alors, je pense que peut-être c'est une façon de répondre pour dire qu'on doit penser de façon différemment si on veut vraiment avoir les perspectives de tout le monde à la table. Mais en même temps, je reconnais que les migrants ne sont pas une communauté
homogène. Tout le monde va avoir des différentes idées. Alors, c'est peut-être une question de quels sont les principes qu'on veut utiliser pour animer nos programmes d'immigration. Alors, est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'accès? Si on peut, je pense, participer à une conversation où il y a des principes où tout le monde peut contribuer des idées sur comment ça va fonctionner, ça, c'est peut-être mieux que de dire, bon, ça, cette politique-là pour tel groupe ou telle approche. Mais c'est vraiment une question. Je sais que j'ai fait la façon, les historiens, on adore ça, pointer et dire, bon, il y a une manque ici, on devrait faire quelque chose ici. Mais j'ai vraiment réfléchi pendant quelques journées pour penser à une bonne solution où vraiment tout le monde est à la table, tout le monde est entendu. Mais je pense même souligner, comme François le fait que les gens qui n'ont pas de voix, et on le voit dans les systèmes, les démocraties, les systèmes politiques, ça commence une conversation où on peut dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment si on remarque à quel point les gens sont rendus vulnérables parce qu'ils n'ont pas la chance de parler pour eux-mêmes. Et si on a la chance, si les journalistes posent des questions, ils répondent avec des histoires qui sont sont très préparés pour les médias. C'est des histoires de succès ou de reconnaissance. On doit dépasser ça pour aller, je pense, d'une façon plus profonde et discuter des questions de comment on va gérer tout ça ensemble. François Bajdu. I'm going to do the fourth section of my presentation. States know exactly what to do. They've said it in the 2018 Global Compact on Migration. The Global Compact on Migration says 62 times that states need to facilitate mobility. The word facilitation is used 62 times in the document. And they list, there are 23 principles that are listed where states have committed. It's like the Universal Declaration of Human Rights of 1948. It's non-binding, but states have agreed. 152 states of the UN General Assembly, including Canada, including the majority of EU states, not the US, not Australia, not Hungary, not Poland, but the vast majority of states in the world have agreed to that. And so facilitating mobility means, and they say, and I give you examples, more legal ways to enter countries. Facilitate legal mobility. So add visas, double the number of visas every year for all categories of migrants so that people will come with papers rather than without papers, just like they did until the end of the 70s. Facilitate family reunification. Many states are prohibiting that. Facilitate the implementation of labor law. They're not asking to, favor immigrants. They're just asking, please apply your labor code to migrants, which should be self-evident. But even in Canada, in Quebec in particular, labor inspections are useless for migrants. They're not interested. There's no political will to annoy employers in favor of people who don't vote. So there's no labor inspections except to denounce undocumented migrants to CBSA. Facilitate change of employer, which single employer temporary migrant workers cannot do. Facilitate regularization of status, which in the US is called amnesty, as if we amnestied, terrorists. Crisis preparation. Prepare for crisis. And we prepare for many crises in a country like this one, and like Canada. We prepare for forest fires, for floods, we prepare for ice storms. We do that. And there was a recent example that showed that it's possible. The Ukrainians in Europe. The EU triggered the directive on temporary protection. 7 million Ukrainians in EU territory are not a political issue, are not a political crisis. When 1 million Syrians, when they did not trigger the directive, were a political crisis. Why? Because the directive allows
those migrants, the Ukrainians, those refugees, to travel throughout the EU, to access the labor market, to access public education and public health care. So they went throughout the EU, they settled, communities welcomed them, and we don't hear about the Ukrainians anymore. There's no crisis. Their kids speak the local language, you know, as the natives, not the parents usually, but it happens. Access to basic services, and I quote, regardless of immigration status. Canada signed that, and Quebec delivered for children. All children who are resident of Quebec, not permanent residents, but resident according to the Civil Code, 6 months and more and intending to stay, all children in Quebec have access to public school and public health care. And we've done that in the past 7 years. But so Quebec has done it. It could be done elsewhere. And there was no revolution. There was no, you know, huge protest in the street. And the one I prefer is empowering migrants. The whole thrust of what's been happening since the end of the 70s was to disempower migrants, to put them in a state of precarity where they could not protest or change their conditions. It was an operation of disempowerment. And here they say empower migrants. In Canada, just to give an example, in Quebec and Ontario, agricultural workers are legally prohibited from unionizing. That's disempowerment because they cannot participate in what has protected workers for a century and a half. That's disempowerment. And Canada has signed that. It's not going to. To come back to your vote. What's your vote? Well, I've mentioned that a number of times. Voting does not need to be coextensive with citizenship, with nationality. Many cities in the US allow the migrants who live in the city to vote. In Europe, if you are a German in a French city, you can vote for local elections. The only thing that is key to citizenship is not to be expelled from the country. That's the key of citizenship. You're part of this country, you'll stay in this country, you cannot be expelled. But voting could be extended without taking anything from citizens. Voting could be extended to those who live in the country, pay taxes in the country, raise their kids in the country. The American Revolution said no taxation without representation. That should apply to, you know, the millions of migrants around the world. But I don't think any political system currently is ready to accept that. But that would change indeed the nature of the conversation. Very interesting. Maybe another question for Laura, and then we can open up to the audience. Dans les débats là, qui circulent sur la migration soutenable, il y a une idée qui émerge qui est, je ne l'ai pas mis sur la feuille. OK, c'est une belle question. Taken by surprise. Il y a l'idée de faire valoir la migration circulaire. Oui. Parce que souvent, on a pensé la migration de façon linéaire où une personne part de son pays d'origine et vient s'établir jusqu'à sa mort dans un pays de destination. Mais en fait, la migration, elle a pas mal toujours été non linéaire, plutôt circulaire, où les gens partent d'un endroit en fonction des opportunités, se déplacent dans un autre endroit, souvent ne restent pas là, repartent, puis parfois retournent au moment de leur retraite dans leur pays d'origine. Et ça, j'ai lu que c'était une avenue qui était proposée qui permettrait peut-être d'avoir donc des gagnants pour tout le monde parce que là, tu n'as plus juste pour les pays d'origine du brain drain, tu as aussi du brain gain quand les gens reviennent en plus des transferts de fonds. Puis je me disais que ça faisait aussi beaucoup de liens avec ce que François disait parce que donc pour avoir ça, il faut qu'il y ait il faut que la mobilité soit vraiment facile. Donc
Je me demandais si tu avais une opinion sur cette approche-là de migration circulaire dans le cadre de migration soutenable. Oui, l'idée d'encourager la migration circulaire ou de Oui, c'est ça, faire oui. plus attention parce que c'est une réalité, ça existe. Les gens, on sait ils n'ont jamais déplacé de A à B et resté. Il y a toujours C'est ça. soit à l'intérieur d'un pays ou la migration internationale. Mais la question, ça me fait penser aux étudiants internationaux parce que ça, au Canada, ça a été tout un discours où tout à coup, on ne veut pas les étudiants. Et UQO, et Carleton et McGill, on a tous vécu qu'est-ce que ça veut dire des universités sans ou avoir moins d'étudiants internationaux. Et c'est vraiment intéressant comme groupe parce que l'idée derrière les étudiants internationaux, les appuyer, c'est qu'ils viennent, ils participent dans nos systèmes éducatifs, ils apprennent euh, question de culture, les matières et tout. Et ils ont la chance de soit s'installer ou de retourner dans leur pays d'origine. Alors, c'est une forme de migration circulaire et ça a été bien établi à travers les années. Et dans le cas des étudiants, mais je ne vais pas parler du 19e siècle, je vais parler du début du 20e siècle, quand on a imposé la loi sur l'immigration chinoise en 1923, puis on a vraiment fermé les portes au Canada pendant 24 ans. Il n'y avait pas d'immigration de la Chine. C'était un effort visé pour vraiment fermer les portes, mais l'exception, c'était les diplomates euh, les propriétaires d'entreprises et les étudiants. Et les étudiants, c'était important parce qu'ils étaient vus comme un pont entre deux cultures. Alors, quand on a commencé les discussions récemment où on a dit on va décourager, on va pas accepter les étudiants internationaux, moi, ma première réaction, c'était non seulement à quel point c'était injuste de blâmer les étudiants pour question de logement et tout, mais à quel point c'était une barrière entre des échanges culturels. Et c'est un peu question de migration circulaire. Tout à coup, on ferme cette opportunité. On dit, on n'encourage pas ça. Mais les étudiants, c'était un bon exemple de gens qui étaient encouragés à se déplacer, qui avaient des opportunités d'apprendre, de travailler et puis ensuite, pourra faire des choix. Est-ce qu'ils retournent chez eux? Est-ce qu'ils continuent dans un autre pays? Est-ce qu'ils s'installent au Canada? Et le fait qu'on a été capable de dire tout à coup, très rapidement, on change d'avis, tout à coup, on n'accueille plus les étudiants internationaux au même niveau, ça a eu un impact très sérieux. Et non seulement pour les étudiants eux-mêmes, mais ils ont commencé à dire, ben, les futurs étudiants ont dit, ben, on ne vient pas au Canada, ça ne nous intéresse pas. C'est clairement un pays qui ne va pas nous accueillir. Alors, on voit à quel point que une politique qui vise un groupe en particulier, ça peut avoir des reverberations. Là, j'ai fait des anglicismes. Non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Mais j'aime beaucoup l'idée. L'immigration circulaire, ça a toujours existé. La question, c'est est-ce qu'on l'encourage Exact. ou est-ce qu'on dit non, ça doit être A à B, point final? La migration circulaire en Europe, ça fait des années qu'on en parle. Les politiciens voudraient qu'elle soit circulaire, c'est-à-dire ils viennent puis ils repartent. C'est ça l'idée. Et donc, il y a eu des tas de politiques de migration circulaire en disant, vous venez, mais vous repartez. Puis on a même payé les migrants pour rentrer chez eux. Puis on a découvert qu'une partie d'entre eux étaient de retour la semaine suivante. Je veux dire, alors, ça dépend qu'est-ce qu'on dit. On entend. Ouais. Si c'est une politique de migration où vous devez rentrer chez vous après l'année que vous avez passée, c'était ce que M. Harper avait demandé. On pouvait rester 4 ans, puis ensuite vous devez rester à l'étranger 4 ans, puis ensuite vous pouvez revenir. Euh, ça n'a pas de sens. Mettre ça en œuvre, c'est pas possible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que tu disais, c'est si on regarde ce qui se passait jusqu'à la fin des années 70, c'est ça. Les gens venaient, une partie s'installait, une partie rentrait chez eux parce qu'ils n'aimaient pas l'hiver, puis ils avaient gagné assez d'argent, puis etc. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. S'ils s'installent ici, et puis qu'on a fait suffisamment de planification, de construction de maisons, etc. Donc, on a organisé ça. Puis, ils s'installent, puis ils payent des impôts, puis ils ont une famille. Etc. Tant mieux. Je veux dire, beaucoup d'entre nous sont des enfants, des petits-enfants ou des premières générations de gens qui ont fait ça. Puis, il y en a d'autres qui repartent. Les étudiants, il y en a une partie qui reste, puis il y en a une partie qui partent. Puis, on peut encourager ça, faciliter cette mobilité des gens. Mais si on en fait une condition Ouais. on envoie un très mauvais message aux migrants.
Tout à fait. Non, moi, je le disais, moi, dans le sens de facilité, J'ai bien évidemment. compris, j'ai bien compris, mais Mais il y a ce danger-là. faut faire attention parce que dans beaucoup de milieux, migration circulaire signifie ils rentrent chez eux. Mhm. Ils sont pas chez eux ici, ils rentrent chez eux. Et ça, c'est très. Oh, I should speak English when you ask this. Ben voilà, merci beaucoup. Ça fait déjà 30 minutes qu'on discute. Donc, ce serait le moment d'ouvrir les questions, de prendre des questions de l'auditoire. Est-ce que je suis certaine que vous en avez, que ça a suscité des interrogations? Il y a un micro là. Sinon, on va continuer. Moi, j'ai des choses à dire au sujet de la citoyenneté, non? Ah, Ouais. Ouais. Hmm, Seems to work. Non? Non, non. Non, je pense que c'est pour les gens en ligne qui ont besoin des... Ils ont besoin du micro pour les gens en Oui. ligne. Oui. OK. C'est toujours comme ça, le moment. On peut Ah, partager. yes. ah, OK. ça y est. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant de vous entendre. J'ai plein de questions. Moi, je travaille en immigration depuis 2007, fait que j'ai plein de questions. Mais en fait, là, ce qui est très intéressant que vous avez mentionné, quand on dit qu'après la période du COVID, il y a eu beaucoup d'immigration. Il y a eu les niveaux d'immigration, on dit, qui ont doublé. Donc, est-ce que vous croyez que si on aurait continué ça, malgré le fait qu'on ne fait pas de planification stratégique à long terme, est-ce que vous croyez qu'on aurait pu voir une certaine... parce qu'on a aussi vu une hausse du nombre de demandeurs d'asile, Mhm. malgré le fait que les niveaux d'immigration ont été doublés. Donc, je me questionne à savoir à long terme, là, on a comme un mouvement de recul qui a été fait, autant par le niveau provincial que fédéral. Mais à long terme, est-ce qu'on aurait pu avoir un avantage positif, peut-être selon ce que vous avez dit, que les gens seraient venus au Canada, peut-être seraient repartis, il y aurait eu peut-être une certaine mobilité avec un nombre de visas plus accessible qu'auparavant. Donc, ça, c'est une de mes questions. Vas-y. OK, j'y vais. Euh, alors, dans la planification stratégique dont je parle et puis qui est essentielle pour mettre en œuvre le pacte mondial sur les migrations, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas ouvrir les frontières demain. Pourquoi? Parce que si on ouvre les frontières demain, on va avoir, on commence à appliquer le droit du travail demain, on va avoir un chaos dans les marchés du travail, dans les entreprises, des faillites, etc. Donc, il faut que ce soit planifié stratégiquement sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans. Par exemple, on pourrait dire, on ne veut plus d'exploitation du travail migrant dans 15 ans. On va s'assurer que tous les ans, il y a un 8 à 10 d'augmentation des salaires des travailleurs migrants pour s'assurer qu'ils arrivent au niveau où des citoyens voudraient prendre ces jobs-là, parce que c'est ça le marché du travail devrait offrir. Et donc, on va progressivement supprimer la précarité et donner le temps aux entreprises de s'adapter. Mais ça prend un système. On ne peut pas du jour au lendemain changer ça. Euh, pour les demandeurs d'asile, c'est un peu différent parce que les demandeurs d'asile, euh, si on ouvre le marché du travail de cette manière-là progressivement, on devrait voir une baisse du nombre des demandes d'asile parce que les gens vont chercher un employeur, vont chercher une job, puis s'ils en trouvent une, ils vont pouvoir rester sur des systèmes bien plus simples que la demande d'asile qui est coûteuse, qui est longue, qui est pénible, etc. Ce qui était le cas avant la fin des années 70. Pour les réfugiés, et là, pour les pays qui sont proches de lieux où il y a des problèmes politiques, je pense à l'Europe par rapport à la Syrie, par rapport à l'Ukraine, mais les États-Unis par rapport à l'Amérique centrale, il va y avoir des mouvements de réfugiés plus ou moins importants qui vont se présenter à la frontière. Pour ça, il n'y a pas une solution miracle d'avance, il y a juste, et on en a parlé, la planification des crises. On sait quoi faire s'il y a une inondation au Québec ces temps-ci. On sait quoi faire. Il y a un plan. Sécurité civile va amener les gens dans des cégeps, dans des écoles, dans des gymnases. C'est organisé. On le fait pour les feux de forêt, on le fait pour toutes sortes de calamités.
on est parfaitement capable de dire, et c'est ce que l'Europe a fait, on va s'organiser pour que il faut que ces gens-là puissent s'organiser, il faut qu'on puisse les accueillir, qu'on trouve comment le faire. Et si on leur permet de s'installer tranquillement, on va leur donner un permis temporaire pour rester, pour travailler, etc. Puis ceux qui voudront repartir dans leur pays une fois que ce sera habitable, ben, ils pourront le faire. Puis ceux qui voudront rester, on leur permet de rester. On a fait ça pour les Kosovars il y a 20 ans à peu près. 5 000 Kosovars qui étaient venus. Le Canada leur a offert la résidence permanente et plus de la moitié d'entre eux sont rentrés au Kosovo. Quelque part, je pense que la ministre est très, très déçue. Hein? On vous offre d'habiter dans le plus meilleur pays du monde et vous voulez rentrer chez vous, au Kosovo. Allô? On était surpris, là. Mais c'est ça, la mobilité dans les deux sens. Ça n'empêche rien. Il y en a une bonne partie qui sont restés. Et donc, pour ça, il faut offrir. Et puis, il faut offrir des situations qui font que les gens sont capables de faire des choix eux-mêmes. Et ça, c'est une des définitions de la dignité, de faire des choix pour soi-même et de ne pas se faire imposer des choix. Ce qui est le contraire de ce qu'on fait quand on crée des conditions de précarité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être ici, et ensuite... Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Michel, je travaille ici à Loco. Euh, moi, je suis un immigrant aussi. Je suis cubain. Donc, my skill survivors are like really, really every day in my life. So I try to not to use every day. But la question, c'est que la semaine passée, j'ai reçu la résidence permanente. C'est vraiment l'événement le plus difficile d'avoir dans ma vie. J'étais ici depuis 2019. J'ai un doctorat. Puis la résidence était plus difficile que le doctorat. Donc, on sait que maintenant au Canada, je suis démographe aussi, alors je vais parler un peu de démographie. Environ 2,7 millions d'immigrants temporaires. Mais qui, selon les plans pour les prochaines années, c'est pas possible pour plusieurs d'entre eux d'avoir la résidence permanente, d'être heureux comme moi la semaine passée. La question, c'est que ça donne beaucoup de stress, ça donne beaucoup d'incertitude de savoir qu'est-ce qui va arriver les jours. Souvent, parce qu'on voit ça maintenant aux États-Unis. Est-ce qu'au Canada, dans ces pays qui accueillent les immigrants, ça arrivera comme les États-Unis? Ça donnera comme des espaces pour déportation pour les immigrants qui ont investi sa vie. Ils ont vendu ces appartements, ces voitures, ces biens de capital dans ces pays d'origine pour venir au Canada. Ça arrivera qu'ils vont être déportés parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir ces documents. Vraiment apprécié que j'ai reçu la semaine passée. C'est la question. Merci. Veux-tu y aller? Vas-y. Je vais répondre en anglais et peut-être un petit peu en français parce que j'ai plusieurs idées. Et une chose qui me frappe, c'est à quel point les discussions au sujet de la citoyenneté, de la résidence permanente et l'immigration sont vraiment interliées. Alors, premièrement, félicitations. Je suis désolée que ça a été tellement compliqué d'avoir le document. Mais la question, c'est un peu, est-ce qu'on risque d'avoir les mêmes défis au Canada qu'on voit en ce moment aux États-Unis? Le changement de politique où tout à coup, tout ce qui était sécuritaire, protégé, ne l'est plus pour plusieurs personnes. Et je ne veux pas être pessimiste, mais je vais dire oui, que tout est. Mais les historiens et les historiennes ont dit ça, tout est possible. Il n'y a rien de. Alors, c'est possible d'avoir des bonnes choses, des choses négatives. But there is a vulnerability, and I'm switching to English so I can pick up on this point that you're making, Francois, about planning, because I think planning is really important, but it's also idealistic, with all due respects, because there are so many structural pieces that go into the ideas behind planning. So something like we can manage migration.
you know, we have mechanisms in place, but those mechanisms get offered to different groups in different ways at different junctures. And there's an inequity in how those mechanisms get offered. So the example of Europe and Ukraine, but not Europe and Syria. Why not Syria? Was there a fear that people from Syria were going to move to Europe and not leave in a way that maybe that fear didn't structure the politics around Ukraine? So I'm answering, I think I'm trying to answer your question in two ways, which is to say that I think everything is precarious, but I think that things are more precarious for some groups than others. And that has everything to do with the history of the ways in which people have migrated and settled, the way their home communities are perceived by countries. You know, if we want to make the global north, global south divide, it matters where people come from. It matters where they come from in terms of the opportunities that they have to make decisions for themselves, the way they're treated with dignity. So I think I'm trying to pull together two threads because I really appreciate that question. C'est vraiment important de penser qu'est-ce qui pourrait se passer? Et la question de citoyenneté, on dit que c'est une protection, mais ça n'a pas toujours été une protection globalement. Alors, c'est des gros défis pour savoir comment est-ce qu'on peut vraiment protéger les gens. Et pour moi, c'est des questions beaucoup plus structurelles. Ce n'est pas des questions simplement de politique de migration, de citoyenneté, mais vraiment la base des sociétés et la façon dont ces bases, ces structures influence la façon dont les migrants, les citoyens sont vus. Pas pour être pessimiste, mais un petit peu pessimiste. Peux-tu ajouter? Oui, je peux ajouter. Immédiatement après COVID, vous vous rappellerez, les Canadiens se sont dit, tiens, mais on pourrait voyager à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? De longues queues devant les bureaux d'immigration pour obtenir des passeports. Ma fille, qui avait eu un bébé pendant COVID, a fait 13 heures de queue debout, dehors, pour avoir un passeport pour son bébé. Ça a été réglé en 3 mois. Pourquoi? Parce que ce sont les citoyens. Donc, on investit. C'est les électeurs. On n'allait pas faire durer ça, là. On n'a pas besoin d'une crise. On a rajouté plein de gens. On a réglé le problème des passeports en 3 mois. Les migrants, ils ne se plaignent pas. Pourquoi est-ce qu'on investirait? Donc, on va investir considérablement dans la sécurité aux frontières, parce que ça, c'est les citoyens. On leur a fait peur avec toutes sortes de discours alarmistes, etc., sur les rapists et drug dealers, etc. Alors, on investit pour construire des murs. En Europe, Frontex a un budget colossal de je ne sais plus combien, de dizaines de milliards d'euros pour faire des deals avec des pays comme la Guinée, pour que la Guinée empêche les gens de quitter le territoire, etc. Mais sur l'accueil, puisque les migrants ne se plaignent pas, pourquoi est-ce qu'on investirait? Et donc, on a ce problème-là. Et quelque part, il y a aussi l'idée, et je ne pense pas que ce soit machiavélique à ce point, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est bien, la complexité du système d'immigration est voulue en grande partie parce que c'est un disincentive, ça c'est comment en français? Un désincitatif. Un désincitatif pour s'installer, pour immigrer. Il y a des gens qui retournent, sont écœurés par le système, etc. Ouais. Alors que les États savent ce qu'il faudrait faire. Ils l'ont écrit dans le pacte. Ils ont dit faciliter la mobilité, permettre aux gens de venir, d'obtenir un... Autrefois, un Canadien qui arrivait en France, qui trouvait un job, il avait un permis de travail, un permis de résidence en 3 jours. Aujourd'hui, un Français qui arrive ici, ça prend beaucoup plus de temps. Même s'il est français, il parle français, il a peut-être le diplôme dont on a besoin, tout ce que M. Legault veut, mais ça prend encore des mois, des semaines, des mois, puis on entend chaque année des Français qui sont à la veille d'être expulsés, puis là, tout d'un coup, le ministre dit « Ah ben, vous n'avez plus besoin d'être expulsés ». Je veux dire, il y a des trucs qui se font à la pièce parce que tout est trop compliqué. Et quelque part, it's part of the design of the system. Et je trouve que ça, c'est absolument pas nécessaire. Quand on voit le budget de sécurité aux frontières, puis le budget qu'on accorde à l'intégration des immigrants, alors que toutes les études sociologiques nous disent que les immigrants ne sont pas dangereux, que 80, là j'invente le chiffre, je ne le connais pas exactement, mais mettons 95% de la criminalité associée à l'immigration, c'est une criminalité contre les migrants. Pas la criminalité des migrants contre les citoyens, c'est une criminalité contre les migrants.
On entend M. Starmer, le Premier ministre britannique, cette semaine, a dit qu'il faudrait traiter les passeurs comme des terroristes. Il n'y a pas de passeurs entre la France et la Belgique. S'il y a des passeurs, c'est parce qu'on bloque. On a connu ça avec la prohibition de l'alcool entre les années 20 et les années 30. Certaines familles montréalaises ont fait beaucoup d'argent dans le bootlegging. Euh, je veux dire, ils ont arrêté ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'était absurde. Ça avait tué des dizaines de milliers d'Américains, là, Al Capone et tout ça. Euh, Pourquoi? Alors que la demande d'alcool n'avait pas bougé, l'offre d'alcool était au Canada, et c'était absurde de maintenir un système comme ça. On a fait ça avec le cannabis. On a maintenant une société québécoise du cannabis qui engrange des millions et donne de l'argent pour les écoles et les routes. Euh, et on a décriminalisé, et c'était absurde. Il y avait une demande qui était constante, que les traditions n'avaient pas touché. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même processus mental à l'égard de la migration? Laissez les gens venir. S'ils trouvent des jobs, tant mieux pour nous. S'ils n'en trouvent pas, ils repartiront parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir. On pourrait offrir des visas, par exemple, de 6 mois à peu près tout le monde. Venez chercher une job. Si vous la trouvez, vous restez. Si vous ne la trouvez pas, vous devez repartir dans les 6 mois, mais vous pouvez revenir l'année prochaine. On vous redonnera un visa si vous avez envie. Puis si vous parlez ni le français ni l'anglais, ben, ça va être tough de trouver une job. Je veux dire, il y a des règles qui jouent comme ça. Donc, il y a moyen de faciliter ça si on le veut et ça demande une volonté politique qui n'existe absolument pas à l'heure actuelle. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions, une pour vous et une pour madame. En soi, je vais d'abord commencer par vous, monsieur. De quelle façon on pourrait accélérer la dilution de la toxicité du discours? Est-ce que ça serait en humanisant les chiffres? Merci. OK. Vous me donnez la question la plus facile, hein? Bon, en fait, je pose la question parce qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai eu à regarder un documentaire de l'audience d'une personne réfugiée ici au Québec. On a eu l'occasion aussi de voir un peu la personne dans le documentaire qui nous racontait un peu comment c'était difficile. Tout le côté juridique, c'était filmé aussi. C'était toute une première. Vous avez parlé vraiment de la difficulté aussi à comprendre le système et se retrouver dedans. Donc, ça m'a vraiment sensibilisée. Puis, à la fin, ceux qui ont eu à regarder le documentaire disaient, ben, oh my God, tu sais, c'est pas que des chiffres. Non. Ah, ben, fait que là, je me dis, bon, peut-être que si on humanisait un peu plus la situation des personnes réfugiées, est-ce que ça pourrait changer cette toxicité du discours-là? Fait que ça, c'était ma question pour vous. Est-ce que je peux répondre à celle-là aussi? Est-ce que je vais une question à la fois ou je pose mes deux questions? Puis... Allez-y à la deuxième, OK. on va prendre les deux. Ma deuxième question, c'est, on parle souvent des pays occidentaux qui ont ce syndrome du sauveur. OK? Et on a parlé de frontières fluides, Flynn Brother. Dans ce sens-là, si on permet aux personnes de se déplacer de gauche à droite, comme vous venez de dire, de revenir, de repartir, et qu'on a quand même cette optique-là de vouloir sauver parce que on va dire, c'est interne d'un point de vue historique, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer le pas, à aller plus loin, à aider les contrées de ces personnes-là d'où ils viennent, peut-être pour leur dire, eh bien, si vous n'avez pas de travail, comment travailler en collaboration? Parce que le but, en fait, c'est, comme on a dit, c'est d'être gagnant-gagnant des deux côtés. Mais au final, qui va être gagnant à ce niveau-là? Je parle d'un point de vue scolaire, on parle des autres des cerveaux, etc. Qui va être gagnant? C'est ça mes deux questions. Deux questions importantes, merci. On commence avec la première? On peut commencer avec la première. Veux-tu y aller? Oui, j'ai des idées au sujet du discours toxique. Vas-y. J'ai deux idées au sujet de... Parce que c'est évidemment quelque chose qui est très concernant. Et puis, j'ai fait une présentation récemment et j'ai parlé tout au long des réfugiés, des migrants, des réfugiés, des migrants, et j'ai utilisé les catégories. C'était ma façon de présenter. Et à la fin, j'ai dit au groupe, je pense que ma présentation aurait été très, très différente si j'avais utilisé les mots humain, personne, si j'avais complètement oublié les catégories de migrants et réfugiés. Et je pense que c'est une stratégie parce que si on demande aux gens de humaniser les chiffres avec leur histoire, c'est des histoires qui sont racontées au but d'expliquer
le concept de migrants et de réfugiés, et non de vraiment parler encore plus loin, de parler vraiment d'être humain, parce que c'est en fin de compte, c'est ça qu'on veut savoir, comment vont les gens, c'est quoi l'humanité. Alors, si on peut même éviter les catégories, alors pas parler de qu'est-ce que ça veut dire d'être migrant ou d'être réfugié, mais d'être être humain qui a vécu quelque chose. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir là. Alors, c'est une façon de we have all of these categories. And so how can we talk beyond them? Maybe we talk about being human and we just use the language of I'm a human who's crossed a border, or I'm a human who's trying to cross a border, or I'm a human who's been deported. And that I think we just have to say the word human more. Et l'autre aspect de la question que ça m'a fait réfléchir, il y a un film qui a été produit il y a peut-être plus d'une décennie maintenant, and I think it was called A Day Without a Mexican. Et c'était l'histoire de la Californie. Est-ce que tu connais le film? J'ai entendu parler. Oui, J'ai OK, pas vu, c'est je super pense. intéressant. C'était un film qui démontrait il y a un événement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. It's like an alien invasion, and all the Mexicans in California disappear. Et c'est l'histoire de qu'est-ce que la Californie a l'air sans tous les travailleurs. Et c'était une façon de démontrer à quel point les gens étaient intégrés sans dire voici l'intégration. C'était par montrer l'absence. Et j'ai trouvé ça vraiment effectif comme façon de parler un petit peu, non seulement de chiffres et d'impact, mais vraiment de montrer c'est quoi l'impact, parce que c'est tellement intégré comme histoire. C'est pas une histoire d'immigration et de citoyens, c'est vraiment de montrer les liens entre les deux. Alors, I think we can also talk about absences, about what our lives would be like without migrants. The other thing, yeah, I'll stop there. J'ai beaucoup de choses à dire. Merci pour la question. I'll speak English. On ne sait plus quelle langue Oui, parler. très bien. Ça va en anglais si je réponds? Correct? Okay. It's for the people outside this room. We've mentioned that what is missing in all those policy choices and in policy implementation is the voice of migrants. So migrants have to be able to speak about their condition. That is the only thing that will work to change attitudes. Many of you will remember when people in the LGBT community started to speak up following Sven Robinson in Parliament. Up until then, it was hush, hush, hush. We don't talk about that. Suddenly, politicians paid attention. Suddenly, families realized that Uncle Tony never married because there was a reason, and not because he never found the right woman. We realized collectively something, and the tone of the conversation changed politically, but also inside our houses, inside families. The Me Too movement. Women have had the right to vote for 100 years. The Universal Declaration calls, for equality between men and women since 1948. And we have to wait 2018 for sexual harassment to be put on the table and to be discussed as a matter of policy, discussed seriously. So women have had, with the right to vote for a long time, with all sorts of, human rights guarantees, women had to wait until 2018. But they were able to do it. And they are the numerical majority in most countries. So it's not a question of being a tiny minority. So the voice is key, and political voice is key. As long as migrants are not heard, I think nothing much will happen. So many people are working with migrants, lawyers, NGOs, churches, all sorts of groups and people are helping migrants, but that's a very small community. We need migrants to be able to speak up and not fear speaking up. And that's why I think that one actor that's been missing, and it's a problem, it's unions. International union federations and national union federations have agreed to the concept
that migrant workers are workers and should be unionized and should be protected, especially due to the fact that migrants in precarity today are in the same labor conditions than the industrial workers of the 19th century that created the unions. We have the same people doing the same type of work, and they should be unionized, and they're not. And so they're not represented. And one of the reasons, and we have to understand the sensitivity, is that for local unions, very often these people are competition for their members. So it's been difficult for unions to accept people because they accept labor conditions that their members would not accept. So they are competition. We need we need a unionization drive, and that could be encouraged by government. We're not in a unionization mood for the past 25, 30 years, but this could be encouraged by government. And this unionization would give a voice to people, will help protect them. And I think that's key. The next step is the right to vote and have a direct influence. You know, the conversation about migration policies would be very different if all migrants in precarity were able to vote. For example, after 1 year or 2 years of residence. Aider les pays à être plus développés et moins violents, parce que c'est généralement ça qu'on cherche. On cherche un marché du travail qui puisse accueillir tous les jeunes, et puis on cherche un pays dans lequel il y a moins de violence, etc. Donc, c'est les deux causes principales de l'exode d'une partie des populations. On a fait ça depuis des décennies avec les politiques de développement. Ça a marché très moyennement parce que les politiques de développement, souvent, vont payer une entreprise canadienne de travaux publics pour construire un pont ou un barrage quelque part, puis l'argent revient ici puisqu'on va payer l'entreprise avec des fonds d'ici, puis que l'entreprise va rapatrier ses fonds ici. Donc, on aide, oui, mais c'est une aide qui est très conditionnelle. Ce qui a mieux marché pour beaucoup de pays, mais pas pour tous, et ça crée aussi des inégalités, c'est des politiques de libre-échange. Permettre à des entreprises de là-bas de vendre des produits d'ici et faciliter les échanges commerciaux. Ça a permis à toute une partie de l'Afrique de créer des marchés internes et de vendre des produits, etc. Donc, il y a cette deuxième, mais ça crée des énormes inégalités. Ça ne règle pas tous les problèmes, loin de là. Et c'est aussi un élément rhétorique contre les migrants. On ne va pas investir dans les systèmes d'asile, on va investir là-bas pour qu'ils puissent rester près de leur pays et qu'ils puissent rentrer dans leur pays quand ça va mieux. Et donc, on va refuser les migrants. C'est tout un des arguments de l'extrême droite en Europe. Hein? Puis on va renvoyer les migrants dans les pays près de chez eux, comme ça, le jour où leur pays va mieux, ils pourront rentrer. Ça ne résout absolument pas les problèmes. Ça donne aux passeurs un marché extraordinaire pour faire passer des gens. Donc, aider les pays, ce serait, et je pense que là, tu en as parlé de façon tout à fait bonne, faciliter les échanges d'étudiants, de professeurs. Essayer de faire venir des professeurs d'université du Sud à Montréal pour des écoles d'été. Chaque année, on se fait refuser des visas. Oui, oui. Hein? On essaie de faire venir des professeurs d'université d'Haïti, puis 3 visas refusés. Ah, on a peur qu'ils restent et qu'ils ne rentrent pas chez eux, etc. Puis même chose pour bien les pays. Facilitons ces allers-retours. Je veux dire, il y en a peut-être qui vont demander l'asile, on peut décider ça, mais s'ils peuvent revenir l'année suivante, ils ne vont peut-être pas demander l'asile si on peut arriver à créer une fluidité comme ça d'aller-retour beaucoup plus facilement. Et ça aiderait beaucoup plus les pays. Ça permettrait à des entreprises de venir voir ce qui se passe, de travailler, d'essayer de créer des liens commerciaux sans qu'on ait peur qu'ils restent. Tu sais, quelqu'un qui a une entreprise dans un pays d'origine, petite entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, de la moutarde, qui voudrait en vendre sa moutarde ici, pourquoi on ne les laisse pas venir pour essayer de prospecter le marché? C'est très compliqué de faire des choses comme ça. Et faciliter ça aiderait beaucoup plus les pays. Ça permettrait à des connexions. Alors, on a des programmes aux affaires étrangères pour que des industriels ou des entrepreneurs canadiens et des entrepreneurs de tel ou tel pays se rencontrent.
c'est tellement mieux si on les laisse venir eux-mêmes, puis qu'ils font leurs propres rencontres et qu'il y a des réseaux entre chambres de commerce, etc., et que le gouvernement ne se mêle pas de ça. Le gouvernement est très mauvais pour faire ces choses-là. Laissons les gens s'organiser eux-mêmes. En tout cas, Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre rapidement ou bien On a encore 15 minutes. OK, parfait. Juste pour répondre à la question aussi, parce qu'on parlait tantôt au sujet des réseaux informels et à quel point les États sont pas bons pour profiter des réseaux informels. Ils comprennent qu'est-ce qui est officiel. Mais je voulais juste retourner à la question du développement et l'immigration parce qu'on sait que dans les années 60, le Canada était très content d'envoyer de l'argent outre-mer, mais pas d'accueillir les immigrants de partout. Alors, il y a une dynamique intéressante à explorer. Mais je pensais aussi aux années 80 où il y avait plusieurs réfugiés qui se sont déplacés de l'Amérique centrale et aux États-Unis étaient refusés comme réfugiés. Alors, ça l'a donné au mouvement sanctuaire de Sanctuary Movement. Et une chose qui était vraiment, vraiment importante avec le mouvement qui s'est établi pour aider les réfugiés, c'est que les gens qui étaient impliqués, non seulement ils parlaient des réfugiés et de leurs besoins, mais ils parlaient d'à quel point les guerres en Amérique centrale, au Guatemala, au Nicaragua, El Salvador, à quel point ils étaient violents, puis il y avait des dangers pour les gens. C'était tout un apprentissage de qu'est-ce qui se passait à l'étranger. Et c'était vraiment important pour convaincre le public américain en particulier que les réfugiés étaient des vrais réfugiés qui avaient besoin d'aide. Et j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Le développement, les politiques étrangères, les compagnies du Canada qui sont en train de, the mining companies in Africa and Latin America, on a un impact à l'étranger. Ça impacte l'immigration aussi, mais on ne fait pas toujours les liens. Et les années 80, c'était vraiment remarquable à quel point le lien était fait entre les politiques étrangères du gouvernement Reagan et le déplacement des réfugiés des pays en Amérique centrale. Alors, je pense que la question était au sujet du développement, mais ça me fait réfléchir un petit peu à quel point on pourrait euh, porter plus d'attention sur comment les politiques du gouvernement du Canada, des États-Unis, outre-mer, ça a un impact et ça influence ces questions d'immigration. On devrait parler d'immigration, pas parler d'autres sujets aux alentours. Ouais. Et moi, je voudrais ajouter juste un tout petit point très court. Une politique de fluidité de l'immigration, c'est en soi une politique de développement. Pour le pays d'origine comme pour le pays d'accueil, permettre à des gens de venir, tout d'un coup, ils trouvent leur place ici, ils ont un job, payent des impôts, s'installent, tout bénéfice pour nous. Puis les gens qui viennent ici, puis qui trouvent un marché pour leur moutarde, puis qui retournent chez eux, puis qui reviennent, puis qui repartent, puis qui reviennent, c'est tout bénéfice pour ce qui se passe là-bas aussi. Faciliter la mobilité, c'est l'objectif de toutes les zones de libre circulation. Pourquoi est-ce que l'Europe a fait de la libre circulation à l'intérieur de ses frontières? C'est pour permettre aux Allemands de mieux vendre des choses en France et aux Français de mieux vendre des choses aux Italiens de mieux vendre des choses en Roumanie, puis les Roumains, etc. Je veux dire, la CEDEAO fait ça, l'Union africaine essaie de faire ça, le Mercosur essaie de faire ça. C'est tout bénéfice, ça rend service, ça permet de financer des tas de projets multinationaux, etc., entre entreprises. Je veux dire, c'est tout bénéfice. C'est la politique qui nous bloque, qui bloque ça. On croirait entendre un économiste parler là, de la bonne allocation des ressources humaines entre les territoires. On me dit qu'on a des questions en ligne. Oui. Quelques questions en ligne. Oui, donc on a une question en ligne. Si j'ai bien compris, dans l'immigration durable, les trois parties gagnent. En même temps, il faut encourager la mobilité. Que pensez-vous de l'enjeu de sécurité qui parfois est difficile à contrôler à la frontière? Do you want me to start? Yeah. Yeah. I think we both have lots to say about Yeah, the security issue. Where to start? There's a lot of assumptions there. Yeah. J'ai eu la chance d'interviewer le responsable antiterroriste de l'Union européenne, M. Van de Kerkhoff. Et je lui ai demandé, est-ce que les politiques de Frontex aux frontières de l'Union européenne, de blocage des flux migratoires, vous servent à quelque chose? Il m'a dit absolument pas, ça ne me sert à rien, moi. Ce sur quoi la sécurité, les gens qui s'occupent de sécurité internationale, CSIS au Canada, le CRS, c'est ce qu'on appelle intelligence. Et intelligence, c'est à propos de personnes ou de groupes spécifiques dans lesquels on suit
on suit des communications, on fait de la surveillance, etc., mais on sait de quoi on parle. Les frontières, je pense aux frontières de l'Union européenne, il y a 800 millions de personnes qui traversent les frontières chaque année. C'est une masse d'informations colossale qui ne peut pas servir à la sécurité. Ça sert à quelque chose de savoir qui rentre et qui sort. Et ça, moi, je ne suis pas du tout contre à ce qu'on demande des papiers, etc. Et cette information-là peut sortir dans une base de données et allumer une petite lumière rouge. Mais cette lumière rouge, elle va être suivie ensuite par des gens qui travaillent sur le renseignement de sécurité. Les politiciennes ont fait de la migration un problème sécuritaire, ce que ça n'était pas. Entre les années 50 et les années 70, la fin des années 70, c'était pas un problème sécuritaire, c'était géré d'ailleurs par le ministère de l'Emploi et de la main-d'œuvre, si je me souviens bien. C'était pas du tout le ministère de la Sécurité. On en a fait un problème sécuritaire avec les terroristes, les actes terroristes depuis 9/11, mais avant ça en Europe. Ça a été toute la question de Schengen en Europe, là. Mais c'est un discours. C'est un discours pour justifier des mesures de blocage aux frontières. Les migrants, l'immense majorité des migrants n'est absolument pas dangereuse. Je veux dire, et là, on met une suspicion sur l'ensemble des migrants, on met des blocages sur l'ensemble des migrants, sauf les plus hauts salaires, pour une infime minorité de problèmes. C'est comme si on mettait tous les hommes en prison parce qu'on a X% d'hommes qui font de la violence familiale. Je veux dire, pensons à l'impact que ça peut avoir dans les familles, ça a été mentionné. Pensons à l'impact le monsieur cubain de tout à l'heure qui a parlé là, de l'insécurité, de ne pas savoir pendant des années ce qui va se passer. J'imagine que le film que vous avez vu, c'était ça aussi, cette insécurité devant la demande d'asile, où on ne sait pas si les enfants pourront rester, où est-ce qu'ils vont aller à l'école, etc. On crée ça parce que ces personnes n'ont pas le droit de protester, puis on a dit, vous êtes un problème sécuritaire. Mais tout ça, c'est une construction discursive qui sert à justifier des investissements à la frontière, etc. On a besoin des agences de sécurité, de renseignement de sécurité. On a besoin de savoir qui rentre et qui sort. Aucun problème avec ça. On n'a pas besoin d'avoir la libre circulation à l'européenne. On peut avoir la libre circulation comme dans le Mercosur ou un Uruguayen qui veut s'installer en Argentine, il arrive à la frontière, et puis là, il demande un permis de résidence, un permis de travail. On lui demande son passeport, il s'inscrit, il y a des mécanismes, mais il peut rentrer, puis il peut s'installer, puis il peut travailler. On pourrait tout à fait faire ça. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a un discours qui permet de gagner des élections. Je veux dire, M. Trump a en partie gagné ses élections sur le fait qu'il y avait trop d'immigrants durant l'ère Biden. Je veux dire, ça fait partie du discours. Je sais pas, je arrête là. I'll say two things very quickly. I don't know where to look for the online question. So hello, tout le monde. Just thinking about the question of migration and security, it is an artificial issue in so many ways, right? If you think about the numbers, but it's also striking. I want to have this larger conversation at some point about the period before the 1980s, because the Cold War, the ultimate enemy was the Soviet Union, right? And it was difficult to leave the Soviet Union. It was difficult to leave the Eastern Bloc. And so the whole security conversation in the context of the Cold War, which we're really using as kind of a differentiation point in terms of what comes afterwards, it wasn't as threatening because anyone who was able to leave was treated as, voting with their feet and defecting, and there was a celebration. Freedom fighter. Freedom fighters, right? The language was so different. But there was security concerns, but migration wasn't seen as a threat because it was seen as controlled and because people weren't allowed to leave the Eastern Bloc. So I think that's a really, thinking about these shifts that we've seen, that's a really fundamental difference. And I was going to say something else. I had 2 points. One was about the Cold War and questions of security. Oh, the other thing, small point about the artificiality of borders, right? And so somehow countries have decided that their borders are what makes people safe, but those borders get drawn in all kinds of arbitrary ways, transgressing indigenous territories. And so it's not the security question around migration is about reinforcing the authority of the state. This is a common conversation, but one way we might remind ourselves of that is just to think about how random the borders are. And what it would mean, what it would mean to protect a border if it was drawn differently. And I think it really
you're going to add on to Yeah, the yeah. artificiality. Yeah. But two anecdotes. One is the fact that in Germany, after the Syrian year in 2015, at the end of the year, the celebration of the New Year, there was an attack by a number of asylum seekers on women in Cologne. And that was blown out of proportion by the media and by the politicians, etc. And there was about a week later or 2 weeks later, there was an article in the New York Times saying that the same thing happens every year at Oktoberfest in Munich. When women want to go to the toilet, there are 2 lines of men and they have to go through this where they're, harassed and annoyed. And the worst offenders are the Italians and the British who are present at Oktoberfest. And no one says anything. Yeah. So, it's not that migrants do not commit crime. They usually commit much less crimes than local populations. And there are issues, for example, of family violence, which are more prevalent because of the stress. But usually, if we accept immigration offenses and drug offenses, because that's an easy way to make money if you have no money whatsoever, migrants commit much less crimes from all the studies I could read. So, I mean, this is completely blown up by the media, by the politicians, and it doesn't correspond to the reality on the ground. Second, you talked about the Cold War. There was this discussion between Nixon and Zhou Enlai, where Nixon said, you should let your people, leave the country. It's not good to prevent people from leaving the country. And Zhou Enlai answered something like, okay, no problem. How many millions do you want? And so this was also an issue during the Cold War. And now we're quite happy to have all those Chinese scholars. Well, there's the issue of spying, but many Chinese scholars are employed in our businesses because they have knowledge that we need. Il est maintenant 19 heures. On a écoulé tout notre temps. Je ne sais pas s'il y a des gens là, qui doivent absolument poser une question, là, qui ont une question qui leur brûle la langue. Oui, Roxana, vas-y. Dernière question. Je vois et j'ai assisté, félicitations, c'est vraiment, vous êtes inspirant, là. J'ai assisté aussi à d'autres présentations, des études qui parlent sur l'immigration, sur quoi on doit faire. C'est toute la partie scientifique, là. Mais il n'y a pas un arrimage entre vous et les gouvernements. C'est comme toutes les politiques sont prises comme ça. Est-ce que, où on s'en va comme ça? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que les choses vont changer? Parce que maintenant, c'est comme la pluie verglaçante, c'est la faute de l'immigration. Logement, c'est la faute de l'immigration. La nef, et j'entends parler des fois. Je travaille en immigration depuis 15 ans. Est-ce qu'on peut voir la lumière au bout du tunnel? Oui, moi je vais dire oui. J'ai été très pessimistique tantôt, mais je veux être optimistique parce que à un certain moment, il y a une collègue à l'Université de Montréal, Luna Vivez, qui a posé la question à un moment donné, quand est-ce qu'un migrant arrête d'être un migrant? Et à un moment donné, on connaît tous des migrants et ça doit changer la façon dont on pense à nos voisins, nos collègues. Euh, et puis, et je crois vraiment au pouvoir des sociétés, en gros, de changer les politiques. Les politiciens, on sait qu'ils répondent ils répondent à l'impression qu'ils ont de qu'est-ce que les gens veulent en termes d'immigration. Mais si on est plus à haute voix, si on parle de façon différente, on encourage l'immigration, on encourage l'intégration, la fluidité, j'adore ce concept qu'on encourage les gens à venir et partir, à aller n'importe où. Ça, c'est vraiment important. Alors, je suis parfois pessimiste, mais je suis optimiste en ce moment. En particulier, parce que c'est tellement sérieux la façon dont les gens, je pense à M. Trump, mais le discours toxique qu'on a en ce moment, il doit avoir une réplique, puis ça doit être une réplique forte. Et je suis très convaincue que ça va venir, qu'on va participer comme scientifiques et d'autres. Alors, je suis optimistique et j'espère que tout le monde est aussi. Ouais. Moi, je suis optimiste à long terme. Je suis
pas forcément optimiste à court terme. Tant que les migrants ne font pas connaître leurs conditions avec leur voix, nous, citoyens, on restera relativement sourds à ce qu'ils vivent. Et les politiciens s'en fichent complètement. Ça ne fait pas partie de l'équation électorale. Ce qui me rassure, c'est que dans la plupart des pays, si on demande aux citoyens dans la rue, est-ce qu'il y a trop d'immigrants? Même au Canada, maintenant, ils vont répondre oui. Alors, on leur demande, alors, Miguel ou Mohamed, il doit rentrer chez lui? Il dit, ah non, 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 lui, on le connaît, on connaît ses enfants, ils vont avoir la même école. Non, non, pas lui, les autres. Et donc, ça a été la même chose pour la communauté LGBT. Hein? On ne voulait pas que les LGBT se marient et des enfants, adoptent des enfants, etc. Mais Jérôme, on le connaît, il est gentil. Il est gentil, on l'aime beaucoup. C'était la même réaction. On ne connaissait pas. Et donc, à partir du moment où on connaît mieux la situation, et pour ça, il faut que les migrants nous en parlent avec leur propre voix. Et là, je compte beaucoup sur les syndicats, que les syndicats commencent à bouger dans les milieux de travail pour aller protéger les migrants, pour faire des griefs contre les entreprises, demander des inspections du travail, etc., ce qui est encore assez difficile, mais je compte là-dessus. Et à partir du moment où la voix des migrants va être portée sur la scène publique, que ce soit devant les tribunaux, dans les médias, etc., ben, tout d'un coup, les Miguel et les Mohamed qu'on connaît vont se multiplier. Et on aura une transformation des perceptions, comme on l'a eu pour la communauté LGBT, en gros. Ça peut changer, ça peut changer vite même, si on veut. Moi, j'ajouterais, mais comme chercheur, mais c'était super intéressant, ça m'a beaucoup nourri. Moi, je repars avec la tête pleine d'idées. Ça me fait réfléchir aussi à mon rôle de chercheuse en immigration. Évidemment, comme chercheur en immigration, on passe beaucoup de temps à recueillir des entretiens, à mener des entretiens structurés auprès de personnes migrantes. Mais c'est assez rare qu'on les fait monter plus haut dans notre recherche. Tu sais, souvent, on a moi, j'ai souvent des comités consultatifs qui guident un peu mes recherches. Roxana, tu as déjà été sur une. Puis des fois, je suis dans des grands partenariats de recherche. Mais je me dis que là aussi, ils devraient être davantage présents pour faire entendre leur voix. Puis, donc, qu'est-ce qui, pour eux, est important aussi de documenter? Donc, je pense que nous aussi, comme chercheurs, on a un rôle à jouer. Donc, ça mettrait fin à notre séance d'aujourd'hui, mais vraiment, un très grand merci. Ça a été super facile. J'avais même pas à vous poser des questions. Ça dit extrêmement bien. Je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. C'était extrêmement enrichissant. Je veux aussi remercier la Société royale du Canada, section sciences sociales, de tenir sa série à l'Université du Québec en Outaouais. Je pense qu'on est vraiment chanceux d'avoir des dialogues de ce niveau-là. Je pense que je vous laisse la parole pour faire la clôture de l'événement. Merci. So yes, please let me add my thanks. This was amazing. I really, really enjoyed this discussion. So it was just wonderful, and the questions from the audience were also excellent. So I think I'm supposed to say there will be another dialogue. It may, but I can't remember what it's about, Russ. Thank you. Okay, so thanks so much, and thank you so much to Yuko. Oh, it's wonderful. It's the first time I've been here, and it was just amazing. Thanks so much.